vous invite à penser à votre travail. Reparcourez cette semaine qui vient de s'écouler et soyez attentifs à ce que vous ressentez. Là, quand vous pensez à votre activité professionnelle. Peut-être ressentez-vous une tension, une certaine crispation, ou peut-être ressentez-vous de l'indifférence, ou peut-être encore une certaine excitation. Peut-être même que vous ressentez de la joie quand vous pensez à votre travail. Oui, on a le droit d'être joyeux au travail. Vous savez, ce sentiment extraordinaire qu'on fait quelque chose que l'on aime au bon endroit, avec les bonnes personnes au bon moment. Si vous faites partie de cette dernière catégorie, alors vous avez vraiment beaucoup de chance. Parce qu'au fond, malheureusement, vous n'êtes pas du tout représentatif de la population active. Combien de personnes lundi matin vont se lever en se disant « arriver au travail, c'est en vivement ce soir ». Mardi matin, on arrive au travail en se disant « vivement ce week-end ». Fin du week-end de retour au travail en se disant « vivement les vacances ». Les vacances à peine terminées, on retourne au travail. Vivement les prochaines vacances. Vivement un nouveau travail, vivement un nouvel employeur, vivement un jour peut-être la retraite. Vivement la retraite, qu'on soit libéré de ce fardeau qu'est le travail. Voilà la réalité du plus grand nombre aujourd'hui. Quand les jeunes arrivent dans le monde du travail, les anciens disent « oh là là, ces jeunes, ils savent plus ce que c'est que la valeur du travail ». Il faut dire qu'ils ont eu l'exemple de la génération de leurs parents. S'user au travail. Pas juste une usure physique, une usure psychologique. Combien de personnes autour de nous connaissons-nous qui ont fait des burn-out, qui ont fait d'autres maladies liées au stress? Dans les cas extrêmes, ça se termine en suicide. Dans les organisations du travail aujourd'hui, il y a un énorme gâchis. Les ressources sont le plus souvent surexploitées, alors même que les talents et les ressorts de l'automotivation sont largement sous-employés. Je me demande sincèrement, à la fin du XXIe siècle, ce que diront les générations futures quand elles regarderont la manière dont on travaille aujourd'hui. Edgar Morin écrivait après le début de la crise de 2008 « La gigantesque crise planétaire n'est autre que la crise de l'humanité qui n'arrive pas à accéder à l'humanité. » Si nous voulons sortir durablement de la crise, et plus important encore, si nous voulons redonner de la dignité et de l'humanité dans ce monde du travail, alors il va falloir mettre beaucoup de cœur pour véritablement opérer des transformations en profondeur. Et j'ai une très très bonne nouvelle. C'est que cette transformation, elle est déjà en marche. Pas juste dans quelques grandes entreprises californiennes dont on donne toujours les mêmes noms, pas même que dans les entreprises pionnières en France. Partout, dans tout type d'organisation aujourd'hui, vous avez des visionnaires utopistes inconnus qui, à leur niveau, modestement et courageusement, lancent des initiatives qui contribuent modestement à redéfinir ce que pourra être le monde du travail de demain. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais faire une tribune à quelques-unes de ces initiatives. Et peut-être, qui sait, vous donner envie de rejoindre le cercle de ces personnes qui facilitent l'émergence du travail de demain. Alors, les grandes transformations commencent toujours par des petits pas. Alors, on va être pratico-pratique, comme on dit. Concentrons-nous sur une équipe, 5-6 personnes, pas plus. Ça peut être une équipe dont vous êtes le manager, ou ça peut être une équipe projet dont vous faites partie. Et on va s'intéresser dans un premier temps à l'environnement de travail. On fait abstraction des personnes pour un moment, on se projette uniquement dans ce lieu de travail de cette équipe. L'environnement nous communique des messages. Qu'est-ce que votre lieu de travail, ce lieu de travail de cette équipe vous communique? Le mobilier, la disposition, ce qu'on voit à travers les fenêtres. Comment vous ressentez quand vous arrivez à cet endroit? Est-ce que vous sentez que vous avez de l'importance? Que vous êtes à votre place? Que vous êtes accueilli? Ou est-ce que vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'en repartir? Peut-être des marges de progrès possibles, n'est-ce pas? Alors on va s'intéresser, méthode des petits pas, dans ce lieu de travail, on va se concentrer sur la salle de réunion. Et on va faire une opération choc, 0 €. Un argument important de nos jours. Dans une salle de réunion, il y a des tables de réunion qui servent le plus souvent à accueillir des téléphones portables et des ordinateurs portables qui eux-mêmes servent le plus souvent à faire autre chose que ce qu'on est censé faire en réunion. Alors on va prendre les tables et on va les sortir de la salle.
et on va constituer un cercle de 5-6 chaises. Quand l'équipe va rentrer dans la salle de réunion, il va y avoir un moment de flottement. C'est la réunion des alcooliques anonymes cet après-midi. Ouh, et un deuxième qui va vous regarder, qui va se dire « Oh, il a dû voir une vidéo TED hier soir. » Puis il y en a un troisième qui va se plaindre. On ne peut plus prendre de notes. Alors cette troisième personne, vous la mettez au tableau pour prendre des notes communes pour toute l'équipe. Et vous commencez la réunion. Et là, vous allez observer des changements, micro-changements, mais extrêmement intéressants. Par exemple, la manière dont les personnes vont se disposer les unes par rapport aux autres. La manière dont elles vont communiquer les sujets habituels. Leur communication non verbale va être différente. Peut-être même qu'ils vont venir à parler de sujets dont ils n'ont plus parlé depuis fort longtemps. Quand l'équipe va se rendre compte que cette disposition facilite les échanges, invitons-les à aller plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette salle de réunion pour qu'on s'y sente encore mieux, qu'on soit un lieu agréable et qu'on y soit encore plus efficace? Ils vont avoir des idées. Il y en a un qui va vous dire « Oh là là, il faut repeindre ce mur avec une couleur vive ». Il y en a un autre qui va dire « Là, il faut mettre un poster inspirant, qu'on soit dans un bon état d'esprit ». Puis un troisième, par association d'idées, il va se dire « Non, là, il faudrait qu'on mette une citation inspirante pour chaque début de réunion, qu'on arrive avec une intention particulière dans cette réunion ». Il y a 2 semaines de ça, j'étais avec une équipe. En moins de 20 minutes chrono, ils ont littéralement transformé la salle de réunion. Ils ont changé les chaises, ils ont enlevé les tables, ils ont mis des décorations sur les murs, ils ont mis une plante verte, ils ont même mis un manche debout avec des boissons pour faire office de sas de décompression. Quand on a vécu l'avant et quand on a vécu l'après, on se dit que le retour sur temps investi est considérable. Et après, pour éviter les phénomènes de lassitude, on peut faire preuve d'audace et changer d'air. Un jour, j'ai vu une équipe prendre un paperboard et aller faire sa réunion sur la pelouse à côté du parking. Pourquoi pas aller avec l'équipe au restaurant en fin de service? Quand tous les clients sont partis, on fait la réunion dans le restaurant. Et pourquoi pas non plus faire une réunion en marchant dans un parc? L'environnement influence notre état d'esprit, influence nos comportements, influence nos capacités cérébrales. Ça mérite vraiment qu'on passe un petit peu de temps pour se l'approprier, cet environnement de travail, et s'assurer qu'il va nous influencer positivement. Alors maintenant qu'on a un environnement qui facilite les échanges, on va attaquer du dur. Parlons objectifs. Restons concentrés à notre niveau d'influence. Chaque niveau hiérarchique, son niveau de responsabilité. Là où nous sommes, dans cette équipe, 5 scénarios possibles. Scénario 1, le collaborateur reçoit de son manager ses objectifs annuels. Scénario 2, chaque collaborateur rencontre son manager, on discute ensemble, on se met d'accord sur mes objectifs annuels à la fin de l'année. Somme toute assez classique jusqu'ici. Scénario 3, chaque collaborateur est libre de définir ses propres objectifs annuels. Scénario 4, il n'y a plus d'objectifs individuels. L'équipe est libre de définir ses propres objectifs annuels. Scénario 5, il n'y a plus d'objectifs individuels, il n'y a plus d'objectifs annuels. L'équipe est libre de définir ses objectifs sur une base quotidienne. À votre avis, à la fin de l'année, dans quel scénario l'équipe va donner les meilleurs résultats? À moins que votre confiance dans vos collègues ait littéralement transpercé le plancher depuis déjà trop longtemps, il est probable que vous optiez pour scénario 4 ou scénario 5. Bravo! Vous avez gagné le droit d'essayer! Petite analyse critique ici. Objectif individuel, ça renforce les objectifs, les comportements individualistes, qui le plus souvent vont à l'encontre des intérêts collectifs. Objectif collectif annuel. Oh là là, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on construise un sens commun à notre action. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir y parvenir? On va devoir réfléchir à ce qu'on veut faire. Pourquoi on veut le faire? Pour qui? Comment on a envie de le mettre en œuvre? Avec qui? L'équipe va devoir se poser des questions essentielles. Ça va prendre un petit peu de temps, mais elle va s'aligner sur un sens commun. Et ça n'a pas de prix. Et alors évidemment,
même si dans votre équipe, il n'y a que des personnes brillantes, on n'est pas à l'abri d'une petite erreur. Et donc, quand on définit des objectifs annuels ou même semestriels, quand l'équipe va peut-être faire un léger écart de route, vous voyez, parce que l'environnement il change vite là. Peut-être qu'ils se rendent compte que zut, on est peut-être en train de faire une erreur. Il sera écoulé un certain nombre de semaines et de mois. Et donc, qu'est-ce que va faire l'équipe ? Elle va commencer à poser des pansements et des rustines, et des pansements et des rustines, et des pansements et des rustines, pour récupérer le bon chemin. Pas sûr que ça soit le meilleur moyen pour éviter la sortie de route. Alors que quand on est sur des objectifs sur une base quotidienne, ça n'empêche pas de garder une vision un peu plus long terme, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer ? L'équipe, en fin de journée, va se retrouver en salle de réunion, debout cette fois-ci pour que ça soit plus rapide et plus efficace. Et on va faire le point ensemble sur qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire et pourquoi. Suggestion d'amélioration, objectif pour demain. Quand l'équipe est rodée, ça prend 15 minutes. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe ? Elle est en train de prendre son destin en main. Chaque personne dans l'équipe est en train de mettre sa propre pierre à l'édifice. Sans s'en rendre compte, petit pas par petit pas, l'équipe est en train de faire des pas de géant. Alors évidemment, la vie d'une équipe, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des moments qui viennent cristalliser des tensions dans l'équipe. En particulier, les moments de nomination. Il y a un nouveau projet qui arrive dans l'équipe. Habituellement, le manager choisit une personne et dit « Tiens, ben voilà, prends en charge cette responsabilité. » Et parfois, ce n'est pas toujours bien compris par le reste de l'équipe. Alors, on peut peut-être procéder autrement, en laissant tout simplement l'équipe choisir. Comment concrètement ? Très simple. On se met en salle de réunion, en cercle, on demande à la première personne « Qui tu penses être la personne la plus appropriée pour prendre cette responsabilité sur ce nouveau projet ? Et explique-nous pourquoi cette personne. » On va passer à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et là, vous allez ressortir avec 2-3 noms. Et à ce moment-là, l'équipe va devoir entrer dans une phase de négociation entre elles, où non seulement ils vont réfléchir à quelle est la personne la plus adaptée pour réussir dans ce nouveau projet, mais aussi que cette nomination ne vienne pas entraver la réussite des autres personnes dans leurs tâches respectives. Ils vont commencer à négocier les périmètres de responsabilité. Et quand la nouvelle personne va être élue dans ce poste par le groupe, elle est déjà en situation de réussite parce qu'elle est 100% soutenue par son équipe. Quand on a vécu un tel processus, on se demande vraiment pourquoi on ne fait pas ça déjà depuis longtemps. Pourquoi on ne choisirait même pas nos managers comme ça ? Après tout, au fur et à mesure que l'équipe se transforme, le manager il doit opérer sa mue intérieure. Changer de posture, passer d'une position de pilote où je donne un cap, je donne des objectifs et je contrôle, à une position de copilote, où je suis là vraiment pour rendre plus facile le travail de l'équipe, soutenir l'équipe dans sa dynamique intrinsèque, faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit sur le bord de la route, faire en sorte que les différences au sein de l'équipe et les complémentarités de nos qualités soient choyées par tous comme une oasis au milieu du désert, que ça soit le berceau de notre intelligence collective. Alors évidemment, quand on entend ça, on se dit vivement un nouveau manager, un manager audacieux qui va entreprendre toutes ces démarches. Vivement un nouveau patron, un patron inspirant qui va insuffler cet état d'esprit, qui va nous donner envie, qui va nous donner de l'autonomie, qui va nous donner la possibilité d'agir autrement. Vivement un nouveau héros qui vienne nous sauver. On risque d'attendre longtemps. Si on veut que ça change, incarnons le changement. À notre niveau, chacun, respectivement, agissons auprès de ceux qui sont autour de nous. Commençons à donner l'envie de croire à un rêve, que le plaisir au travail, c'est possible.
Donnons envie de se mobiliser, de se parler différemment, de travailler différemment ensemble. Mobilisons-nous aussi pour pousser les limites de l'organisation. Soyons un petit peu moins exécutants et un peu plus créateurs, makers de notre futur. Créons l'espace pour que tous nos talents puissent enfin s'exprimer. Que des trésors insoupçonnés puissent jaillir de notre équipe. Et c'est comme ça que tous ensemble, chacun à notre niveau, on va sans doute pouvoir contribuer à construire un monde meilleur pour nos enfants. Demain, les héros, ça sera chacun d'entre nous. Merci.